Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'étais très intéressé par votre approche de prévention par la formation de la déontologie. Moi, je représente les Français établis hors de France, donc j'ai un regard un peu inversé sur tout ça. Et ce qu'on observe justement dans la prévention et la formation, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'en Amérique latine, les cartels commencent à financer les études des jeunes qui seront plus tard des magistrats ou des officiers de police. C'est vous dire les problématiques nouvelles qui vont nous arriver. Et un expert nous a décrit ici, devant la commission, comment certains officiers de police en Amérique latine n'ont pas le choix, ils acceptent la corruption ou c'est la mort. Et donc ça explique aussi un certain nombre de problématiques. Et depuis le début, on dit effectivement on a encore un état fort chez nous, et donc il faut éviter d'en arriver là, mais on voit jusqu'où ça peut aller. Vous avez parlé de corruption sous pression. C'est ce qu'on observe à l'extérieur dans les visas, pour les visas, dans les consulats. Et on a même eu des cas dramatiques, tragiques, encore l'année dernière, de personnes qui avaient effectivement accepté et qui sont partis dans un cycle et ils n'ont pas pu revenir en arrière. Donc j'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur le fait qu'on doit proposer des choses, parce que quelqu'un qui a fauté, c'est une chose, mais l'aider à revenir en arrière, et c'est mieux que de le laisser dériver. Ça peut être tragique parfois. Moi, ce que j'aurais bien aimé comprendre, c'est quelles sont les données en tendance en matière de corruption, et comment on se situe par rapport aux autres pays européens. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en France ou pas, ou est-ce que finalement on est dans une norme dans notre environnement? Et il y a un attaché de sécurité intérieure qui m'a dit une chose intéressante dans un échange. Il m'a dit il faudrait en fait peut-être plutôt encourager la vertu plutôt que le contrôle. Alors, si on devait encourager la vertu, comment pourrions-nous imaginer cela? Merci. Monsieur Serre, tout d'abord sur la question des visas, je voudrais vous informer que l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale des affaires étrangères ont mené plusieurs fois dans la dernière décennie des missions conjointes qui les ont amenés à examiner les conditions de délivrance des visas d'un certain nombre de postes consulaires à l'étranger. Cette double inspection, évidemment, traduisant les compétences respectives du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères en la matière. Et que sur la délivrance des visas, où les risques de corruption peut-être s'accroissent encore par rapport à ce qu'on peut observer dans les administrations territoriales françaises, du fait même de la présence dans les postes consulaires de recrutés d'origine du pays de délivrance des visas. Je ne veux pas dire pour autant que la France, pour poursuivre la suite de votre question, est forcément la bonne élève soit du club européen, soit du club mondial. Je n'en sais rien. Nous n'avons pas à l'IGA les moyens de comparaison qui nous permettent de le faire. En tout cas, il est clair que c'est le réseau des attachés de sécurité intérieure, sur la base de questionnaires élaborés par votre commission, qui serait mieux à même de fournir des réponses à ces questions. En tout cas, sur les visas, nous regardons le sujet. Nous y sommes intervenus de plusieurs façons. En essayant d'ailleurs de trouver un équilibre dans cette injonction contradictoire qui résulte que d'un côté la politique des visas selon certains acteurs doit être aussi une partie de la politique d'attractivité de la France à travers les démarches telles que Choose France ou autres, mais je m'écarte un peu de mes attributions en vous répondant cela, et de l'autre côté l'impératif de sécurité dans les délivrances de ces visas. Et ces deux impératifs contradictoires s'entrechoquent en permanence dans la politique de délivrance des visas et contrarient l'édiction d'une stratégie, une politique claire de délivrance des visas. En tout cas, nous sommes présents sur ce champ. Nous sommes présents sur ce champ et pour poursuivre sur cette idée comme quoi la simplification combat quelquefois la sécurité,
peut être amené à la combattre. Il faudra être attentif aussi à la manière dont l'expérimentation de la délivrance à distance des passeports à des ressortissants français de l'étranger, par exemple au Canada et aussi dans un autre pays où on mène une expérimentation de délivrance à distance, comment est-ce qu'on peut conserver la sécurité dans la délivrance des titres tout en augmentant la distance entre le demandeur et le service. D'un côté, cela peut favoriser la sécurité en prévenant la corruption, et de l'autre, ça peut au contraire créer des risques. Vous ne me comprenez pas? Non, c'est pas parce que les Français de l'étranger, quand ils font renouveler leur passeport, si vous voulez, c'est automatique. Il y a d'autres pays où c'est automatique, on n'a même pas besoin de se déplacer. Ça, c'est la simplification. Là, les visas, c'est pour les étrangers. C'est un sujet un petit peu différent. Mais je répondais à votre question d'une manière qui me permettait à la fois de parler des visas, mais d'un autre côté à évoquer votre mandat particulier et donc à évoquer la question des Français de l'étranger. J'avais bien fait la distinction, mais je souhaitais aborder les deux sujets. Voilà. En ce qui concerne la comparaison, alors là, je ne sais pas, monsieur le sénateur, si la France est bien placée, moins bien placée en matière de prévention de la corruption que d'autres pays, soit de l'Union européenne, soit en dehors de l'Union européenne. Je n'ai que des pressentiments à cet égard, mais dans le cadre de mes attributions, je n'ai pas d'éléments objectifs pour y répondre. Monsieur le sénateur, je sors du sujet visa et Français de l'étranger, mais pour être inspecteur à l'étranger, j'exagère en disant ça, j'ai oublié de vous en parler dans mon propos introductif. La France est à l'origine de la création du réseau européen des services d'inspection de la justice. En 2017, j'en ai assuré la présidence et mes prédécesseurs jusqu'à l'été 2023, avec un réseau qui mériterait d'être ouvert vers le nord, mais qui est plutôt méridional. Espagne, Portugal, Italie, Roumanie, Bulgarie, la Belgique, la France, et puis un membre associé qui est devenu membre, l'Albanie. Je vous cite l'exemple albanais. Nous avons été, dans le cadre des programmes européens et dans le cadre de l'adhésion ou de la demande d'adhésion albanaise, mandatés, entre guillemets, par le Conseil de l'Europe pour former les inspecteurs albanais, et puis ça va sans doute se généraliser dans les Balkans et jusqu'en Moldavie, sur une région qui est en ce moment un peu sensible. L'expertise française en matière de déontologie, de détection des manquements est citée comme exemple. Et l'Albanie, pour ne citer qu'elle, mon collègue Arthur Métani, qui est, en tant qu'inspecteur général, sans doute l'autorité la plus puissante ou la plus forte en Albanie, bien au-dessus du ministre, puisqu'il est désigné par le Parlement, ne rencontre qu'au Parlement, a mené ce qu'on appelle la politique du vetting, c'est-à-dire du nettoyage, entre guillemets, de la magistrature. C'est 60% des magistrats en Albanie qui ont été sortis du corps de la magistrature, avec un effort actuellement et une coopération qui se tourne vers l'École nationale de la magistrature pour former. Donc il y a, je n'ai pas, comme mon collègue Rousseau, les chiffres, mais il y a une forme, on se tourne vers la France dans ces cas-là. Le réseau européen des services d'inspection a été mandaté aussi par le Conseil de l'Europe pour travailler sur cette question, sur la création d'un réseau Sud-Méditerranée, c'est-à-dire tout le Maghreb et le Proche-Orient, et j'ai participé à des séminaires avec les autorités des pays du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient et du Maghreb sur cette question, avec ils sont confrontés eux aussi à cette nécessité de détection. Et je crois que, bon, on parle beaucoup de cette question aujourd'hui de la corruption. Il faut être clair et ramener les chiffres. Mon collègue des finances en parlait tout à l'heure, et je pense l'intérieur, à la réalité. Hein, on parle pour nous de 10 enquêtes administratives ou allez, 20 si on intègre des inspections de fonctionnement qui mettent sur 90 000 personnels aujourd'hui et bientôt 100 000.
Juste, pardon, compléter d'abord, il existe à ma connaissance un indice de perception de la corruption qui est établi par une ONG, donc je n'ai pas forcément vocation à en faire la promotion, mais c'est Transparency International, donc je ne sais pas ce que ça vaut sur le plan méthodologique, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais enfin je vous invite à aller regarder. Ensuite, sur la vertu, ce que vous avez appelé la vertu, bon, c'est ni plus, me semble-t-il, ni plus ni moins que ce que j'ai appelé la culture anticorruption tout à l'heure, c'est-à-dire un effort permanent, peut-être parfois un peu prenant, pour faire en sorte que chacun ait les bons réflexes au bon moment. C'est le meilleur moyen de responsabiliser chaque agent public sur cette thématique-là. Voilà. Et je voulais dire juste sur le sujet de l'ampleur du risque. Donc j'espère qu'on n'en est pas à notre insu au niveau que vous évoquez. Un de nos risques, c'est aussi de surréagir. Donc je pense que l'approche par le contrôle interne, l'analyse des risques et la culture, la responsabilisation de chacun, c'est une bonne approche aussi pour avoir une réponse qui soit à la juste mesure du risque.